On va s'intéresser aujourd'hui à un problème qui peut sembler insurmontable, la dégradation des terres dans les zones semi-arides. Et pourtant, on va voir que les solutions sont souvent là, sous nos yeux, surprenantes de simplicité et d'ingéniosité. Alors, cette image, ce n'est pas une scène de film catastrophe. Non, c'est la réalité pour des millions de personnes. C'est un sol qui a perdu sa couverture végétale et qui, littéralement, s'envole. Et avec lui, c'est la fertilité, la sécurité et tout un avenir qui partent en fumée. C'est ça, l'érosion et la désertification en pleine action. Spontanément, on se dit, s'il n'y a plus rien, c'est parce qu'il ne pleut pas. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? C'est la question centrale de notre analyse, et la réponse, elle pourrait bien changer notre façon de voir les choses. Voilà le programme. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi cette terre est sous pression. Ensuite, on explorera des solutions très concrètes pour le sol, pour l'eau et pour la végétation. Et enfin, on verra les bénéfices incroyables d'une terre qui a retrouvé sa santé. Allez, on attaque. Pour trouver les bonnes solutions, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Alors, qu'est-ce qui abîme vraiment ces terres? Et là, il y a une distinction qui est absolument cruciale à faire. La sécheresse, c'est naturel. C'est un phénomène climatique normal. Dans ces régions, ça va et ça vient. Par contre, la dégradation des terres, ça, c'est différent. C'est le résultat d'une gestion qui n'est pas adaptée. En gros, la sécheresse, c'est la météo. La dégradation, c'est ce qui rend le sol incapable d'y faire face. Et cette mauvaise gestion, elle a un coût. Un coût astronomique, plus de 42 milliards de dollars de revenus perdus chaque année. Ce chiffre, il est énorme et il nous dit une chose, ne rien faire coûte bien plus cher que d'investir dans de vraies solutions. Bon, passons aux solutions. Et on va commencer par la base de tout, le sol. Et ce qui est fascinant, c'est que les techniques les plus efficaces ne sont pas forcément les plus high-tech ou les plus chères. C'est même souvent tout le contraire. L'une des techniques les plus anciennes et les plus fondamentales, ce sont les terrasses. On en voit ici des exemples magnifiques au Yémen et en Éthiopie. Le principe n'a pas changé depuis des millénaires. On transforme une pente raide en une sorte d'escalier géant. Et ça permet de freiner l'eau, de piéger les sédiments fertiles et du coup de pouvoir cultiver. Mais attention, il n'y a pas une seule sorte de terrasse. En fait, tout dépend de l'objectif. Est-ce qu'on veut surtout gérer le sol ou est-ce que la priorité, c'est de capter un maximum d'eau? Ou alors, est-ce qu'on veut planter des arbres fruitiers? Pour chaque cas, le design de la terrasse sera différent. C'est du sur-mesure. Et c'est cette adaptabilité qui fait toute la différence. Une autre technique géniale, très utilisée au Sahel, les cordons pierreux. La force de cette méthode, c'est sa simplicité. On trace les courbes de niveau du terrain, on ramasse les pierres qui, de toute façon, encombrent souvent les champs et on construit des petits murets avec. Pas besoin de machines, juste du savoir-faire et des bras. Ces petits murets, ils agissent comme une sorte de filtre. Ils ne bloquent pas complètement l'eau, ils la ralentissent, juste assez pour qu'elle dépose la terre et les nutriments qu'elle transporte. Et année après année, le sol s'accumule derrière le muret, ça crée une micro-terrasse naturelle. On reconstruit la fertilité, tout simplement, avec les ressources qu'on a sur place. D'accord, le sol est stabilisé. Maintenant, il faut s'occuper de la ressource la plus critique, l'eau. L'idée, ce n'est plus seulement d'éviter que le sol s'en aille, c'est de capter, de stocker et de valoriser chaque goutte de pluie qui tombe. Et pour ça, il y a un concept clé, l'agriculture de ruissellement. L'idée est vraiment maligne. Si la pluie qui tombe directement sur mon champ ne suffit pas, pourquoi ne pas aller chercher l'eau qui tombe un peu plus loin, sur une surface non cultivée, comme une colline rocheuse, et la ramener vers mes cultures? C'est une façon de multiplier artificiellement la quantité d'eau disponible. Et ça peut se faire à différentes échelles. À gauche, on a une technique à l'échelle du champ, les billons cloisonnés. Ça crée des milliers de mini-bassins qui empêchent l'eau de s'échapper. Et à droite, on passe à la vitesse supérieure au Yémen, avec tout un système de canaux qui vont chercher l'eau très loin pour l'amener jusqu'aux terrasses. Et pour aller chercher l'eau sous terre, il y a le génie absolu du Qanat. Alors là, imaginez, on creuse un tunnel quasiment horizontal dans le flanc d'une montagne pour aller capter la nappe phréatique. Ensuite, l'eau s'écoule par simple gravité sur des kilomètres jusqu'au village et aux champs. C'est une technologie millénaire qui n'a besoin d'aucune pompe, d'aucune énergie et qui fonctionne encore aujourd'hui. C'est incroyable. Le sol, c'est fait, l'eau, c'est fait. Il nous manque le troisième élément essentiel de ce trio, l'arbre. L'arbre, loin d'être un concurrent pour les cultures, est en fait un partenaire indispensable. C'est tout le principe de l'agroforesterie. On mélange les arbres, les cultures et parfois même l'élevage. Parce qu'un arbre, ça ne fait jamais une seule chose. C'est un vrai couteau suisse. Il protège le sol du vent et de la pluie, il l'enrichit en nutriments, il peut nourrir les animaux, il fournit du bois de chauffage,
Et en plus, il peut générer des revenus avec ses fruits ou ses noix. C'est vraiment le pilier de la résilience d'un système agricole. Et un exemple absolument magnifique de système agroforestier qui a fait ses preuves, c'est la Dehesa, en Espagne. Ce sont ces paysages avec des chênes espacés, du bétail qui pâture tranquillement en dessous et parfois quelques cultures. C'est un paysage qui a été façonné par l'homme sur des siècles et qui est à la fois productif, incroyablement riche en biodiversité et parfaitement durable. Un modèle d'équilibre. Pour finir, il faut qu'on élargisse un peu notre regard. Parce que restaurer ces terres, ce n'est pas juste une question de produire plus de nourriture. En fait, les bénéfices vont bien au-delà de la simple récolte. On parle de service écosystémique. Une terre en bonne santé, elle ne fait pas que donner à manger. Elle purifie et stocke l'eau, elle régule le climat local, elle stocke du carbone, elle abrite une faune et une flore. Et elle constitue aussi un cadre de vie, un patrimoine. Tous ces services sont souvent invisibles, gratuits, mais ils sont absolument vitaux. Regardez cet exemple au Pérou. Quand on réhabilite ces terrasses ancestrales, bien sûr, on peut de nouveau cultiver des pommes de terre. Mais c'est bien plus que ça. C'est préserver un savoir-faire, c'est maintenir un paysage qui a été sculpté par des générations et c'est se reconnecter à une histoire, à une identité culturelle très forte. Et cet exemple en Éthiopie est peut-être le plus parlant. Au milieu d'un paysage complètement dégradé, on voit une oasis de forêt, intacte. Pourquoi ? Simplement parce qu'elle entoure un monastère et qu'elle est considérée comme sacrée. Ça nous rappelle que les raisons de protéger la nature ne sont pas toujours économiques. Les valeurs culturelles, spirituelles peuvent être des moteurs de conservation d'une puissance extraordinaire. Tout ça nous ramène à une idée essentielle. La cause profonde de ces crises, ce n'est pas la nature qui serait devenue folle. Ce sont nos erreurs de gestion. Et la bonne nouvelle, c'est que si le problème vient de la gestion, alors la solution aussi est entre nos mains. Rien n'est une fatalité. Au final, on se retrouve face à une question fondamentale. Les techniques, on les a. Elles existent, elles sont éprouvées, elles sont souvent même ancrées dans les traditions locales. Le vrai défi, ce n'est donc pas d'inventer une solution miracle sortie de nulle part. C'est de créer les conditions sociales, politiques, économiques pour que ces savoirs redeviennent la norme et pas l'exception. C'est là que se situe le véritable enjeu.